Trop ou pas assez? On a choisi notre titre parce qu'on se rendait compte que dans nos comportements avec nos enfants, surtout en ce qui a trait à la discipline, on était comme un balancier. On passait souvent de trop à pas assez. Mon nom, c'est Pierre Timmons. Je suis le coordonnateur de l'organisme Travail de rue Repentigny. Maman à la maison, par choix. Mes enfants sont maintenant âgés de 17 à 29 ans. J'ai travaillé sur l'encadrement et la discipline comme facteur de protection pour les enfants. Pour commencer, on trouvait ça important de parler un petit peu de l'historique. On parle d'encadrement, on parle de discipline, puis des fois, on a tendance à oublier un peu d'où on vient. En gros, au Québec, de la Nouvelle-France jusqu'à l'ère industrielle, c'était pas compliqué, c'était la survie. Et les enfants, dans ce contexte-là, jusqu'à peu près l'année 1900 ou aux alentours, l'ère industrielle, bien, les enfants, c'était à peu près juste de la main-d'œuvre. Le respect de l'autorité existait d'office. La première moitié du 20e siècle, là, on commence à avoir des témoignages. Ça, c'est nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui vont nous raconter que dans ce temps-là, ben, tu n'allais pas à l'école ben longtemps, tu écoutais toujours tes parents. Les châtiments corporels étaient pratiquement banals encore à ces époques-là. Et là, on arrive dans les années 60 et toute cette gang d'enfants-là rentre soit dans l'adolescence ou ils commencent à la terminer, leur adolescence, et les années 60. Les baby boomers qui ont des enfants vont vouloir les éduquer de façon différente. Et la société va s'en mêler aussi. C'est là qu'on va voir apparaître des émissions télévisuelles éducatives. On a changé la façon un petit peu de les éduquer et on va commencer aussi à ramollir, permettez-moi l'expression, la façon dont on les éduque. Et tranquillement, pas vite, ça va se cristalliser tranquillement, pas vite. Et rendu dans les années 80, on va entendre parler d'un nouveau terme, les hommes roses ou les enfants rois. Les nouveaux parents, dans les années 70, avaient plus de référence. En rejetant ce que leurs parents avaient fait, ils devaient trouver de nouveaux modèles. Puis on a eu beaucoup la psychopop. Moi, je me souviens, ma mère, elle écoutait des émissions télévision, Femmes d'aujourd'hui, tout ça. Et puis, il y avait une nouvelle idée. 3 mois plus tard, il y avait une nouvelle idée. Puis 6 mois plus tard, il y avait encore une nouvelle idée. Donc, les gens ne savaient plus où mettre la tête. Plusieurs parents se sont désengagés aussi parce qu'étaient arrivés les spécialistes. Sauf que le spécialiste ne peut pas remplacer le parent. Il est là pour l'accompagner et pour l'aider. La société a commencé à s'en mêler. On a eu des lois sociales. Est arrivée aussi l'influence des médias. Comme on disait tantôt, la télévision est rentrée. Et puis, je vous amènerais à penser un petit peu à quelle est l'image du parent dans les émissions que nos enfants et que nos ados écoutent. Le parent, il est l'ami, le complice, il est cool, il est gentil, il est ouvert, il comprend tout, il partage tout, et on voit peu la notion d'autorité. Pourtant, le parent a aussi cette fonction-là. La pression sociale, elle est immense, elle est très forte. Autrefois aussi, il y avait des consensus sociaux. Il y avait des différences dans chacune des familles, mais il y avait quand même une espèce de front commun que tout le monde partageait. Il y avait des choses qui étaient inacceptables pour l'ensemble de la société. Par exemple, envoyer promener un enseignant à réfléchir à quelles sont vos valeurs et à bâtir votre encadrement, votre discipline d'après vos valeurs. L'importance de la cohérence. Le thème que je veux surtout parler, c'est l'inutilité de paraître ce que nous ne sommes pas. Les enfants, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient ados, c'est des êtres excessivement sensitifs. On est souvent plein de bonnes intentions. On veut les protéger en n'ayant pas l'air triste, en n'ayant pas l'air inquiet, en n'ayant pas l'air désemparé ou en n'ayant pas... À quelque part, on fait un peu fausse note parce que de toute façon, ils le sentent. Fait que le meilleur conseil, c'est finalement de rester authentique. On n'est pas parfait et on ne leur demande pas non plus d'être parfait. Les parents, on forme une équipe et c'est important de toujours garder ça dans notre tête. Ce qui est essentiel, c'est de jamais commencer à critiquer l'autre parent devant l'enfant. Parce qu'on vient enlever la crédibilité à l'autre parent et on ne travaille plus en équipe. Les enfants aussi, ils connaissent rapidement nos points faibles. Puis ils vont venir travailler là-dessus. Et si on ne travaille pas en équipe, mais c'est eux qui prennent le pouvoir sur nous en nous divisant,
puis en allant chercher ce qu'ils veulent de la personne qui va leur donner ce qu'ils veulent. La cohérence, dans le fond, ça va assurer le respect que votre enfant va vous porter. Il peut arriver qu'un parent soit en conflit avec un enfant. Donc, l'importance de l'équipe, c'est que l'autre coéquipier vient et que lui prend la relève, vient nous soutenir et c'est lui qui va intervenir. Donc, pour l'enfant, il y a plus de justice que si moi, comme personne qui a été attaquée, je suis juge et partie. Il peut arriver qu'il y ait des affaires spéciales. Un événement spécial demande une réponse spéciale. On le sait, on a des heures de coucher. À Noël, on n'a pas les mêmes heures de coucher. Il y a une fête, on fait des choses différentes. L'important, c'est que l'enfant sache, l'enfant ou l'adolescent, que le différent aujourd'hui, il y a un pourquoi. La crise d'adolescence. C'est pas tous les enfants qui vivent une crise d'adolescence. Ils passent tous par un passage qui est l'adolescence, par des années où ils doivent s'approprier pour eux-mêmes les valeurs qu'on leur a données. Pour ça, ils doivent prendre un recul, regarder si ça leur convient, tester et choisir. C'est un passage, c'est pas une crise. D'ailleurs, la nuance est très importante. Hein? Une crise, il y a quelque chose de grave. Est-ce que notre enfant manifeste un besoin ou est-ce qu'il manifeste un désir? Ça va orienter un peu notre façon de dealer avec la situation. L'enfant et l'adolescent ont souvent des regards disproportionnés par rapport à la réalité. Ce qu'ils voient, c'est pas la réalité. C'est sa réalité. C'est sa réalité. Les parents des amis sont toujours plus tolérants, toujours plus permissifs. Et de projeter, parce que les enfants, ils vivent dans le présent. Ils ont de la difficulté, surtout les plus jeunes, à se projeter dans l'avenir et à voir les conséquences de leurs actes. On parle aussi de l'importance, du respect de l'individualité. Il ne faut pas tout confondre. On établit des règles à la maison. Il y a des choses qui nous apparaissent acceptables, des choses qui nous apparaissent inacceptables. On va l'aborder tantôt aussi. Il reste que notre enfant, c'est à nous de nommer clairement qu'est-ce qu'on va juger acceptable ou non acceptable. Par contre, il est en train de développer son individualité. Alors, quelque part, il ne faut pas non plus l'étouffer. Sur quoi on va être flexible? Parce qu'il y a des choses qui nous apparaissent à première vue inacceptables, des piercings, des tattoos, des choses comme ça. Mais quand on y pense comme il faut et qu'on pense aux conséquences, qu'on pense à l'époque dans laquelle on vit, que c'est un mode d'expression, c'est une façon pour eux de devenir un peu plus individuels, d'affirmer leur individualité, des fois, il y a un peu d'eau à mettre dans notre vin. Les ados, particulièrement, sont très déstabilisants parce que ce ne sont ni des adultes, ni des enfants, mais ils peuvent passer d'un comportement adulte à un comportement enfant à une vitesse vraiment phénoménale. Il est à un carrefour. Comme je vous disais, il est aussi en période de recul et lui-même n'est pas toujours bien dans sa peau. Il ne se comprend pas toujours lui-même non plus. Tous les besoins sont continuellement présents. Il faut garder ça en la tête. Puis pour passer d'un niveau à l'autre, on n'a pas besoin que le niveau soit satisfait à 100 %. Les besoins physiologiques peuvent être satisfaits à 70 %, le besoin de sécurité à 100 % puis le besoin d'appartenance à 40 %. On va monter comme ça. Mais il faut s'assurer que les besoins de base soient comblés. On a tendance à négliger les deux du bas. On le fait beaucoup quand ils sont en bas âge. Hein, on va penser à ce qu'ils mangent, au petit pot, au purée, que tu sois parfait, la sécurité, qu'ils soient bien habillés. Comme parents, on a cette responsabilité-là aussi et il ne faut pas se désengager parce qu'ils pensent qu'ils sont capables de s'occuper d'eux-mêmes. Ils ne sont même pas capables de s'occuper de leurs besoins physiologiques. La distinction entre un besoin et un désir, il y a une nuance qu'il faut qu'on intègre parce que souvent, les enfants vont nous présenter leur désir comme étant un besoin et puis ils vont nous reprocher de ne pas répondre à leurs besoins. Alors, le parent, là, c'est lui le pilier de la famille. C'est sur lui qu'on bâtit l'édification de la famille. Le pilier, là, il reste en place malgré les intempéries. Le pilier, c'est le contraire de l'épave. Un point de référence, c'est sûr, on est aussi un point de référence. Puis là, c'est drôle parce que les ados, ils ne diraient pas ça. Hein? Je suis ta référence et l'ado va vous envoyer promener parce qu'il ne veut absolument pas ressembler à nous. Mais qu'il le veuille ou pas,
et qu'on le veuille ou pas nous-mêmes, on est le point de référence pour nos enfants. D'ailleurs, qui est-ce qui s'est déjà fait dire « Ah, que tu ressembles à ton père ou à ta mère ». En psychologie, il y a un terme, ils disent des référents. Puis c'est quoi des référents en termes psychologiques? Bien, c'est tout ce qui réfère à notre perception de la vie, à ce qu'on connaît, à ce qu'on a vu, à ce qu'on comprend. Et ça devient à ce moment-là des référents. Bien, en toute logique, nos enfants grandissent et développent une perception de la vie selon les références familiales, les références à la maison, les valeurs qui sont transmises. Bien, pour être solide, le parent il doit être bien ancré aussi. Et nos ancrages, c'est nos valeurs, nos convictions profondes. Si le pilier demeure en place, on peut rebâtir, on peut rénover, on peut reconstruire. Si le pilier est effondré, c'est fini. Il peut y arriver des petites lézardes aussi. On va les colmater. Mais si les lézardes sont plus grandes, puis que ça menace le pilier, il faut aller chercher de l'aide extérieure. Et c'est normal d'aller chercher de l'aide extérieure quand les situations deviennent un petit peu trop grandes pour nous. Le réservoir émotionnel, c'est une notion qu'un psychiatre américain a développée il y a quelques années. Il dit que le réservoir émotionnel, c'est le centre qui délivre l'énergie affective dont l'enfant a besoin pour traverser les moments difficiles. On éduque plus facilement un enfant qui se sent aimé. Tout à l'heure, Annie Germain disait, n'oubliez pas, quand vous faites un reproche, vous devriez donner 2 qualités, 2 points positifs à votre enfant. Comment qu'on le remplit, ce réservoir émotionnel-là? Premièrement, par l'amour inconditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout ce que tu fais. Il peut y avoir des fuites. Quand il y a des fuites, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit essayer de trouver où la fuite, puis pourquoi il y a une fuite. Ça se peut qu'on ait besoin, encore là, d'une aide extérieure. Et il ne faut pas se gêner, parce qu'il vaut mieux avoir une aide extérieure qui va venir boucher la fuite que de garder la fuite et pas être capable d'être en relation avec notre enfant. L'importance de l'écoute, là, en tant que travailleur de rue depuis une vingtaine d'années, la question en revient régulièrement. C'est quoi le plus gros problème des jeunes, selon toi? Bien, la réponse est toujours la même. C'est désolant, mais on en est là. L'écoute. Juste écouter. Le nombre de fois que j'ai senti un soulagement de la part du jeune qui me racontait quelque chose, juste du fait de l'avoir écouté, bien, c'est fondamental. Puis dans le fameux réservoir émotionnel, bien, puis Annie aussi l'a nommé avant, c'est important qu'on y réfléchisse. Prenons juste le temps d'écouter. Et d'ailleurs, c'est souvent là qu'on va les avoir, les vraies réponses, en prenant le temps d'écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire. On va aborder justement le terme du cadre. Bon, c'est quoi un cadre? Bien, naturellement, il y a la fameuse bordure. Hein? Un cadre, c'est une bordure. Ce qui entoure. Ça, c'est la définition très banale. Mais nous, il faut qu'on voit le cadre. C'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de limites qui sont imposées par une autorité désignée. Alors, à la maison, l'autorité et les parents. Puis c'est quoi l'effet d'un cadre? Bien, ça permet d'orienter, ça permet d'éviter les abus. Le cadre familial, naturellement, c'est très important qu'il soit connu et bien défini et bien expliqué aux enfants. Un cadre, naturellement, ça peut être rigide, comme ça. Et là, bien, à l'intérieur de ce cadre-là, rigide, bien, j'ai mes valeurs, j'ai tout ce que je trouve d'important dans la vie. Mais encadré, c'est pas nécessairement synonyme de rigidité. Parce qu'avec la même dimension, bien, il y a moyen d'être flexible. Il y a moyen de bouger un peu. Puis c'est toujours les mêmes limites. Je ne les ai pas dépassées. J'ai juste été capable de les bouger un peu. Et dans la vie, des fois, c'est important parce qu'il y a des limites infranchissables. C'est celles-là qui vont être définies par le cadre rigide. Mais au fur et à mesure que notre enfant y évolue, là, il y a certaines limites ou certaines valeurs qu'on porte qu'on peut avoir tendance à rendre un peu plus flexible. Un cadre, c'est essentiel, parce que sans cadre, là, l'enfant ne vit pas de sécurité. Le cadre, c'est souvent perçu comme négatif, mais ce n'est pas sa raison d'être. Encadrer, c'est pas contrôler. On a vraiment tendance à penser que les jeunes, là, les limites et les cadres, ils veulent absolument rien savoir de ça. Bien, j'ai des petites nouvelles pour vous, et j'en avais même pour moi quand je me faisais dire ça. Mais en tant que travailleur de rue, beaucoup de jeunes m'ont témoigné
en tout cas, mec, moi, je sois un parent, je ne serai pas lousse comme mes parents y ont été avec moi. Il faut commencer les bonnes habitudes le plus jeune possible. Ça ne veut pas dire de ne pas commencer plus tard si on n'a pas commencé encore. Ça va être plus difficile. Mais un enfant petit n'a pas beaucoup de cordes de lousse et plus il grandit, plus on doit lui laisser du lousse. Pour lui, pour qu'il développe son individualité, pour qu'il développe son autonomie, son sens des responsabilités, mais qu'il sente aussi que s'il va trop loin, il y a une corde. L'encadrement va s'exercer quand même à tous les niveaux. Comme par exemple au niveau de l'appartenance, hein, c'est très important pour les enfants, le sentiment d'appartenance. Bien, l'appartenance, c'est une quête d'affirmation de l'identité. Ça se bâtit selon les valeurs qui ont été inculquées à la maison. Mais être flexible, en fait, dans la quête d'affirmation des enfants, bien, il y a des affaires qui vont faire qui risquent de nous déplaire, mais dans quelle mesure ça heurte à ce point-là nos valeurs, nos limites? Il y a certaines affaires qu'on peut les laisser faire, comme Sylvie racontait, on peut donner du lousse. Puis en donnant du lousse aussi, bien, c'est une façon pour nous autres de tester un peu la confiance qu'on peut accorder. La discipline, l'autodiscipline. L'autodiscipline, là, c'est pas inné. Puis, il n'y a pas une injection qu'on va leur donner ou une pensée magique qui va faire que du jour au lendemain, on va être autodiscipliné. L'autodiscipline, c'est à la force d'avoir exercé la discipline extérieure, de l'avoir fait, de la fois, on l'a intégré et on se l'applique à soi-même. On commence par apprendre l'obéissance et la tolérance à la frustration avant d'être capable d'arriver à l'autodiscipline. Mettre des limites, c'est important pour nous d'établir les limites, de les nommer clairement, de nommer le pourquoi. Pourquoi c'est important pour moi que ça s'arrête là? Une limite, là, c'est rarement perçu comme quelque chose de positif. Hein? Une limite, c'est pour nous arrêter, nous faire ralentir sur des affaires. Les limites, c'est là pour assurer notre mieux-être et le mieux-être des autres. Souvent, si on a de la misère à mettre des limites, c'est qu'on a de la misère nous-mêmes à accepter d'avoir des limites. Je ne suis pas ton ami, je suis ton père ou ta mère. C'est une relation particulière, c'est une relation privilégiée. Ça ne veut pas dire de ne pas être ami avec son enfant. Ça ne veut pas dire d'avoir une bonne relation avec son enfant. Mais peut-être qu'on va être amis dans quelques années. J'ai une relation d'autorité, c'est moi l'adulte responsable. Tu es un enfant, tu es un adolescent, même si tu as 15 ans, 16 ans, tu as encore un bout de chemin à faire dans l'évolution. Il va falloir, dans toute ta vie, que tu te soumettes à des autorités, à ton travail. Hein? Quand tu vas vouloir traverser des douanes, tu vas vouloir des autorités. Tu prends le volant, tu es soumis à des autorités. Tu vas être soumis à des limites aussi. Le taux d'alcoolémie, tu ne vas pas prendre 20 bières dans ta soirée puis prendre ton auto après. Fait qu'il faut que tu l'apprennes. Et il vaut mieux que tu l'apprennes à la maison quand tu es jeune que de casser le nez quand tu as 18 ou 19 ans. C'est le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Je suis ton parent, je ne suis pas un tyran. Les règles que je fais, les limites qui sont mises là sont pour ton bien-être, pas pour le mien. C'est très différent. C'est d'amener cet enfant-là à devenir un adulte responsable et autonome qui va pouvoir s'épanouir dans la société dans laquelle il vit. Puis pour ça, j'ai des outils à lui donner et l'encadrement et la discipline font partie de ces outils-là. J'ai la responsabilité de l'éducation de mon enfant, même s'il semble dire qu'il ne reconnaît plus cette autorité-là, même s'il est un peu plus vieux. Il faut connaître ses limites. Tout n'est jamais complètement blanc, tout n'est jamais complètement noir. Avoir du discernement dans ce qu'on fait. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Se souvenir de ça, que ce que votre enfant dit des parents de ses amis le disent de vous à leurs parents. Et aller chercher de l'aide si nécessaire. On est des parents, on n'est pas des super-héros. On fait toutes des erreurs, on a tout fait, on va tout en faire. Il n'y a pas un cours, un bac, une maîtrise, un doctorat pour être parent. C'est des essais, des erreurs. On peut apprendre de l'expérience des autres.
Si on fait des erreurs, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, de le dire aux enfants. Et comme on le disait, Annie le disait tout à l'heure, si on veut se montrer juste parfait, l'image qu'on dit à nos enfants, c'est qu'être imparfait, c'est pas normal. C'est pas correct.